2022 vu par Carl Olive, maire de Poissy, vice-président du conseil départemental et auteur de ce beau pays qui est le mien chez Balland. Bonjour Carl Olive. Bonjour Patrice Carmouze. Alors on va commencer. Et bienvenue. Et merci. Par une petite image qui se passe. Voilà, je l'ai sur mon téléphone. Je vous la montre. Une fois vous la connaissez. Oui, je la connais bien maintenant. Hein, c'est la lucarne. C'est la lucarne. Voilà, c'est le coup franc enveloppé qui va dans la lucarne et qui tombe sur la tête d'un monsieur qui prenait sa douche. Ça on le savait pas. Non mais c'est pas vrai. Mais bon. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais alors, non. Et je voulais commencer par cette image d'abord parce que je me dis que quelqu'un qui commence l'année 2022 par ça, c'est que ça va être une bonne année. Oui, puis c'est aussi, ça s'inscrit dans le cadre du rapport que je rends demain à Nadia Hay, la ministre de la Ville, qui m'a commandé un rapport sur l'insertion des jeunes au travers du sport dans les quartiers. Absolument. Et là, on est à Évry, non loin d'ici, dans les quartiers, au cœur des quartiers, et je suis allé valoriser des expérimentations de terrain. Comme quoi, vous voyez, on a des jeunes qui proposent aux uns et aux autres de venir faire un tir dans la lunette, dans la lulu, dans la lucarne, et sans prétention. On a échangé, on a revu ces jeunes, parce qu'on souhaite évidemment que cette lucarne d'Évry fasse école. Et l'équipe de Malamine Sissoko a été formidable. Pour moi, vous savez, Patrice Carmouze, ici à Poissy, on a 3 quartiers populaires. La Coudray, Borgard et Saint-Exupéry, ce qu'on appelle des QPV, des quartiers en politique de la ville. Ouais. Moi, je suis issu des quartiers populaires. On était 8 dans la famille. Mon papa a fait 42 ans, comme j'ai dit, de crèmerie à Simca Chrysler. Mes 4 frères ont fait l'école Chrysler. À l'époque, la mixité sociale était au pied d'immeubles. C'est un petit peu ce que j'ai voulu revoir ici. C'est formidable de valoriser ces quartiers où bien souvent, et il faut le dire, ils sont stigmatisés. Alors, il y a aussi une symbolique dans cette image, c'est pour ça que je trouve bien de commencer par ça. D'abord, ça dit votre amour du sport, du football. On rappelle que vous avez dirigé le sport à Canal, que vous avez présidé des clubs de football, dont celui de Poissy avant de devenir maire. Donc, il y a le Paris Saint-Germain qui va s'installer. Où on en est d'ailleurs Ça avance bien. 75 hectares, 1000 emplois pendant la durée des travaux, 250 millions d'investissements, cercle vertueux de l'économie locale, le football, le handball et le judo. Et là encore, c'est le Paris Saint-Germain qui vient s'installer non pas à côté de Poissy, mais dans Poissy, au cœur du territoire. Et ça, c'est formidable. Et puis, il y a quelque chose d'autre dans ces images, c'est le respect. Tout d'un coup, voilà, vous êtes entouré de jeunes qui se disent quand même, le mec, pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'ils me demandaient pourquoi j'étais pas venu en survêtement avec ce qu'on appelle les Copas mondiales, vous savez. Non, là, c'est presque trop facile. L'idée, oui, c'est celle du respect. Vous savez, quand vous aimez les gens, je le dis souvent, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. Il faut les respecter, les gens, si vous voulez être respectés. Moi, je suis ravi d'avoir vu ces jeunes. Il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et je pense que c'est aussi un message à envoyer à tous les élus, quels qu'ils soient. De temps en temps, c'est bien de respirer, c'est bien de se détendre. Et quand vous envoyez 1 gramme, on vous les rend en kilos. Vous le dites d'ailleurs dans ce livre, Ce beau pays qui est le mien, c'est page 67. Je revendique le droit de pouvoir pousser la chansonnette, d'aller jouer au foot, de courir en forêt, de me faire chambrer par ma femme et mes enfants. Voilà, c'est pas parce qu'on se prend pas tout le temps au sérieux qu'on ne fait pas des choses sérieuses, hein, c'est ça. Oui, puis l'épidémie, Patrice Carmouze, vous le voyez bien, l'épidémie nous a montré qu'il y avait une relativité aussi à avoir. Faut aussi prendre un peu de recul. On est les plus heureux du monde quand on s'engage. Alors c'est pas un métier, être maire, mais c'est une fonction. Quand on est né dans sa ville, qu'on a grandi dans sa ville et qu'aujourd'hui on a la chance de partager sa passion avec les 40 000 administrés, je ne veux pas dire dans la moitié m'a vu quand j'étais en short, mais c'est juste formidable. Et il faut relativiser. Donc de temps en temps, c'est vraiment, je revendique effectivement le droit de courir avec mes amis, de chanter avec mes amis et de faire des tirs dans la lucarne avec des jeunes dans les quartiers. Alors quand on lit votre livre, on se dit qu'il y a 2 choses au fond qui vous fondent. C'est d'abord des valeurs auxquelles vous êtes attachés. Et puis, c'est aussi un certain optimisme. On peut, si on veut, on doit pouvoir y arriver, quoi. L'optimisme de la volonté, comme on dit. D'abord les valeurs, vous l'avez dit, je vous le disais, moi mes parents étaient de la classe 34, on était 8 dans la famille, malheureusement j'ai perdu la moitié de ma fratrie, mais on a toujours été élevés dans le respect, le respect de notre beau pays, dans le respect de notre beau pays, je le dis dans le bouquin, on a une tradition dans la famille, mon père, à chaque fois qu'il y avait la Marseillaise devant la télé sur des événements quels qu'ils soient, il était debout, il avait les larmes aux yeux. Aujourd'hui quand il y a la Marseillaise, on est toujours debout en famille, et c'est important de la chanter, c'est aussi ça, c'est ce devoir de tradition, ce devoir de transmission, et aussi de fierté pour ce beau pays qui est le nôtre.
On racontait d'ailleurs dans le livre, vous avez été choqué au match France-Algérie, hein, quand la Marseillaise Bien sûr qu'on est choqué, parce que siffler la Marseillaise, c'est pas simplement siffler la Marseillaise, c'est quelque part abîmer la République. Et quelles que soient les personnes qui sont ici, elles sont nées ici, elles sont françaises avant d'être, quelles qu'elles soient. Et on a ce respect qu'il faut avoir pour notre pays. Ça commence par là. Ça commence par en fait l'application de la règle. Le respect des valeurs. Et pour qu'on applique les règles, je le dis dans l'ouvrage, il faut les connaître, ces règles. Et c'est important que de rappeler les règles. Moi, je les rappelle à mes agents 3 fois par an, que je réunis, presque 1000, ici dans le théâtre, pour ajuster ce que nous pouvons ajuster. Mais comme dans le sport, Patrice, soit vous êtes dans le jeu, soit vous êtes en dehors du jeu. Et quand vous êtes en dehors du jeu, dans les sports, c'est ce qu'on appelle un hors-jeu. Hors-jeu, loi 12 au football, on lève la main, c'est un coup franc indirect, c'est en quelque sorte une sanction. Mais je regrette qu'encore une fois, ici en France, certaines et certains, quels qu'ils soient, fassent semblant de connaître les règles ou n'appliquent pas la règle, parce que souvent c'est plus facile de faire l'autruche et mettre la tête dans le sable. C'est pas mon cas, et je pense que la France aurait besoin vraiment d'assumer le fait qu'il y a des règles et qu'on les applique. Absolument. Alors, ce livre, il part peut-être pas d'un coup de colère, mais d'un coup de ras-le-bol devant les gens qui râlent tout le temps de leur situation. Vous citez cette phrase de Sylvain Tesson, hein, la France, paraît-il, de gens qui se croient en enfer. C'est bien ça. Ça vous agace, cet autodénigrement? Oui, constant? ça m'agace, et j'aimerais que lorsqu'on a la chance de pouvoir voyager, on voit aussi ce qui se passe dans ce qu'on appelle les comparaisons avec l'étranger, avec ce qu'on appelle du benchmark. Moi, typiquement, l'été dernier, j'ai passé quelques semaines, j'adore l'Espagne et la Costa Blanca. Je peux vous dire que le respect et l'imposition du masque n'étaient pas à géométrie variable. Il fallait porter le masque. Et la Guardia Civile, quand elle intervenait, elle ne demandait pas si on était d'accord ou pas d'accord, où on était ou on n'était pas. On n'est jamais aussi français quand on est à l'étranger. L'un de mes garçons qui s'appelle Quentin, qui a 26 ans, qui est footballeur professionnel, il revient de Bulgarie. Je peux vous dire qu'il m'explique comment notre beau pays est un paradis. Et ça, c'est important de se le dire. C'est pas de la naïveté, c'est pas de l'angélisme, c'est simplement de se dire, ok, c'est compliqué, c'est pas simple. On a une épidémie qui a été draconienne, mais pour autant, le plan de relance, quoi qu'il en coûte, le fait d'avoir mis le pays sous cloche pendant des mois, a fait que 3/4 des entreprises continuent à survivre aujourd'hui. Et ça, tout n'est pas parfait, hein, mais c'est bien de se le rappeler de temps à autre. Vous le dites, vous êtes français, que vous êtes fier d'être français, mais vous dites aussi, je me considère pas plus français que mon copain Moussa, qui est d'origine camerounaise. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que c'est aussi ça, la France, c'est de considérer que d'autres peuvent devenir et être français. La France, c'est un pays bigarré. La France, c'est une terre multicolore. Il faut en être particulièrement fier. On est très riche de notre diversité et c'est juste formidable. Ce qui n'enlève en rien le fait d'accepter les valeurs qui sont les nôtres quand on vit dans notre beau pays. Quand on vit dans notre beau pays, on a des règles à respecter, on a des règles à appliquer. Ce que j'appelle la réciprocité entre les droits et les devoirs. Et cette règle-là, elle concerne tout le monde, y compris parfois des jeunes qui se croient tout permis dans les quartiers. C'est pas les stigmatiser, c'est juste faire un constat. Je vous donne quelques exemples. Il m'est arrivé ici, la nuit, de voir des jeunes de 12 ans fracasser des abribus. C'est pas à 12 ans, en pleine nuit, on fracasse pas des abribus. La place du jeune à 12 ans pendant la nuit, elle est chez lui. Donc il y a un vrai sujet du rapport à la famille, du rapport à l'éducation et encore une fois, du rapport finalement au respect de tout un chacun dans ce beau pays qui est le nôtre. D'où elle vient justement cette contestation de l'autorité, quoi, parce que c'est ça au fond. La contestation de l'autorité, elle vient d'un laxisme patent qui date depuis une vingtaine d'années, où malheureusement par défaut peut-être de moyens, la justice a été non pas moins efficace, ce serait un bien grand mot, mais elle est plus lente entre guillemets à déléguer. Non pas parce que celles et ceux qui appliquent la justice le soient, pas du tout, c'est qu'elle manque de moyens. Aujourd'hui, ça va mieux, mais on avait parfois jusqu'à 24 mois des attentes de décision, et quand on attend 24 mois une décision sur une peine, parfois le jeune a retrouvé du travail, donc cette décision tombe de fait ou pas. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de rappel à la loi, parce qu'on s'est souvent fait chambrer, nous autres élus, par des jeunes qui avaient un rappel à la loi et qui vous montraient le rappel à la loi, qui rentraient dans leur quartier avec le V de la victoire en disant voilà, moi j'ai réussi mon coup, j'ai fait ma garde à vue, j'ai mon rappel à la loi et je peux recommencer demain. Là ça change, et tant mieux. Moi je salue le travail d'un côté qui est fait par Gérald Darmanin, on l'a vu ici à Poissy avec le commissariat et notamment le fait d'intégrer, peut-être qu'on en reparlera, les cautions mariage dans la loi, ce qu'il vient de m'annoncer, le fait que le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti,
Dupond-Moretti ait accepté l'initiative du territoire ville-tigeur, que les villes s'arrogent les tiges. Et dans le rapport que je rends à Madame la Ministre, je propose que les tiges, c'est les travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire ces fautes qui répondent à des délinquants mineurs qui ont fait une incivilité, puissent être par exemple réglées dans les clubs de sport. Ça c'est intéressant. Et donc ça va dans le bon sens. Donc tout n'est pas encore une fois parfait, mais je pense que ce laxisme patent fait qu'aujourd'hui on a une société qui continue d'être fracturée et qui n'a qu'une envie, c'est de quelque part se retrouver sur des valeurs communes et qui sont le fondement finalement de la France. Alors vous le dites aussi, il y a quand même parfois des blocages qui existent, pas faute d'argent public, parce que l'argent dans la politique de la ville, elle a été mise, l'argent dans les hôpitaux, elle a été mise, mais on voit quand même que ce qu'on appelait autrefois l'ascenseur social, il est souvent en panne. Et vous dites, au fond, le modèle français, faudrait peut-être s'interroger dessus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête typiquement de stigmatiser celles et ceux qui n'ont pas eu la chance ou n'ont pas les moyens, finalement, d'être à Bac+5 ou à Bac+12. J'aimerais que l'apprentissage soit valorisé. Et vous le voyez, on est à 700 000 apprentis. Oui. Là, on a longtemps été sous la barre des 400 000. Moi, je crois à l'apprentissage, typiquement, Patrice Carmouze. Je pense que l'apprentissage est un passeport pour l'emploi. C'est certainement pas une voie par défaut. Et c'est une manière aussi de valoriser celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de faire ce qu'on appelle les grandes études. Moi, j'ai un cabinet ici, comme à l'époque où j'étais à Canal+, où à Canal+, par exemple, au cours de mes 5 années de direction, j'ai embauché 80 jeunes entre 18 ans et 25 ans qui n'avaient pas été formés au métier du journalisme, mais qui sont devenus par l'apprentissage et la professionnalisation. Et aucun n'est sur le carreau. C'est ça que j'aimerais dans notre pays, c'est qu'on montre que la porte est ouverte à celles et ceux qui, savent ouvrir les portes, qui peuvent même les défoncer. Encore faut-il qu'ils aient envie de travailler. Encore faut-il qu'ils aient envie de travailler. Et moi, je souhaite évidemment que, au-delà de la réciprocité dont j'ai parlé, Patrice, entre les droits et les devoirs, il y a un intérêt à aller travailler plutôt que rester chez soi. D'ailleurs, vous mettez une page où vous racontez pourquoi. Il y a des gens qui vous disent, attendez, moi je touche 700 avec le RSA, pourquoi j'irai bosser pour 200 € par mois? Exactement, 300 €, l'équivalent pour faire 35 heures. Donc ça ne peut plus durer parce que ces jeunes ne comprennent pas, alors que leurs parents ont parfaitement compris. Et aujourd'hui, nos aînés qui sont en retraite se disent, mais ce pays marche sur la tête. Pendant 40 ans, ça a été le cas chez moi, mais dans nombre de familles, évidemment, personne n'était en arrêt de travail. Il n'y a jamais eu de maladie où il fallait vraiment être à l'article de la mort, comme on disait, pour s'arrêter de travailler. Aujourd'hui, tout ça, évidemment, tout ça a changé. Je ne remets pas en question cela. Je dis simplement qu'à un moment donné, c'est bien que celles et ceux qui travaillent soient valorisés par rapport à celles et ceux qui ne travaillent pas de fait, qui bénéficient d'accompagnement. Et tant mieux, parce que la France est faite ainsi, et on ne va pas revenir dessus, mais il ne faut pas que l'accompagnement devienne assistanat, il ne faut pas que l'assistanat prenne le pas sur cette valeur travail dont on parle tellement. Alors ça, c'est un peu le constat. Et puis, il y a des solutions que vous proposez dans ce livre. Vous parlez de la méthode KO, qui est celle, car le livre, qui est celle que vous avez mise en place à Poissy. Beaucoup d'empirisme, vous le dites d'ailleurs, il faut être comme les tortues de Galapagos pour pouvoir s'adapter aux situations qui sont en face de nous. Oui, il faut s'adapter parce que la situation d'il y a encore 10 ans n'est pas la même évidemment qu'aujourd'hui. Et typiquement, si on m'avait dit en 2014, lorsque la première fois que j'ai été élu, qu'aujourd'hui j'aurais autorisé l'armement de ma police municipale, jamais j'y aurais cru. Et pourtant, c'est une évidence. Et pourquoi c'est une évidence? Parce que Charlie est passé par là, le Bataclan est passé par là, et aujourd'hui, les voyous, les terroristes ne font pas la différence entre un policier municipal non armé et un policier national qui, lui, est armé. Donc aujourd'hui, tout le monde est armé. Il n'y a plus de débat d'ailleurs là-dessus, pratiquement. Il n'y a plus de débat, et il y en avait eu à l'époque, comme la mise en place des caméras de vidéoprotection, où on disait c'est pas possible, voyeurisme, etc. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a plus une ville ou presque qui n'a pas de caméras de vidéoprotection. Donc il est important de faire comprendre et de bien comprendre que c'est à nous adapter et pas l'inverse, avec des bienfaits. Je prends le cas par exemple des vaccinations. Qu'est-ce qui s'est passé quand en 24 heures, grâce au docteur Lehmann, on décide de transformer une salle des fêtes à Poissy, le centre de diffusion artistique, en centre de consultation, qui est aujourd'hui le premier centre de vaccination en France depuis le 7 janvier 2021. Sous le nom de Morissette. Oui, exactement, chez Morissette. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que l'hôpital public arrivait à travailler avec la médecine privée, ce qui n'avait pas été forcément le cas avant, que la ville était facilitateur et qu'on s'est retrouvé à créer presque des familles avec la grande famille des centres de vaccination. Je pense aux réserves citoyennes et communales, je pense aux agents de la ville, je pense aux infirmières, je pense aux médecins. Et ça a été formidable. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, comme on dit.
c'est de l'adaptation, c'est du darwinisme. J'ai plein de tortues ici, je vous les montrerai tout à l'heure. Ça fait partie de cela. Galapagos. Voilà, je pense aux tortues de Galapagos, il faut qu'on soit darwinien. Cher à Darwin, hein, voilà. Exactement. D'ailleurs, mais ça a été un tournant peut-être sur cette crise sanitaire, parce que justement, on a appris, vous avez appris, comment travailler avec l'État, travailler là où l'État était parfois déficient aussi, de proposer des solutions. Peut-être que ça a changé aussi l'image qui était déjà bonne dans la population, mais justement des élus locaux, des maires, on a vu, voilà ce qu'ils pouvaient faire. C'était concret, c'était sur le terrain, c'était là. Vous avez tout à fait raison. Le 15 mars 2020, ici, un dimanche, on a été élu à 75%. On aurait pu faire la fête ensemble, etc. À 22h, on était dans ce bureau. Le lendemain, on était ici. Et ce bureau est devenu en quelque sorte une samaritaine. Il y avait des casques, il y avait des préparations culinaires, on avait des visières, on avait des commandes qui avaient été faites pour les vaccins avec des piles de documents. Et en fait, on s'est aperçu qu'on était sur le front de guerre. On ne s'est pas posé de questions, on a fait 7 sur 7 et on a vécu cette pandémie, cette bataille contre la maladie, qui était une maladie inconnue, contre cet ennemi invisible, comme un immense, j'en ai encore l'émotion, un immense élan de solidarité. Ici, vous voyez, sur la place de la République, tous les jours, à 13h, la réserve citoyenne, avec des gilets jaunes, des vrais beaux gilets jaunes, s'employait à aller faire les courses pour les aînés qui n'avaient aucune nouvelle de leur famille. Ça a été formidable. On a passé 12 000 coups de téléphone pour veiller sur eux. Et c'est vrai que cette épidémie a créé des choses nouvelles et a montré, je le dis dans le bouquin, que le coq français ne chante jamais aussi bien que quand il a le pied dans la merde. Oui, c'est vrai, et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Il a montré plein de choses. D'abord, on a montré, je lis dans le bouquin, que le chameau ne voit pas sa bosse. C'est-à-dire qu'en France, on est les plus heureux du monde, merde. On est les plus heureux du monde. Mais on ne le voit pas. Et puis surtout, on fait semblant de ne pas le savoir. Semblant, ouais. Arrêtons. Ouais. Arrêtons. Et ça, c'est aussi important, je crois, de le rappeler. Tout n'est pas simple. On peut évidemment améliorer plein de choses. Mais enfin, de grâce, voyons ce qui a été fait. Et comme le dit, vous le disiez, Sylvain Tesson, la France, ce paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Vous le dites, pour être maire, faut aimer le contact, faut aimer les gens. Vous dites d'ailleurs, l'anagramme de maire, c'est aimer. Qu'est-ce que vous avez appris de ce métier de maire ? Que quand on aime les gens, on n'est jamais déçu. Que quand on aime les gens, les Français sont capables de tout entendre. Ce qui va pas aussi. Mais enfin, ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est qu'on puisse leur dire en face. Pas au travers de courriers, pas au travers d'appels qui ne viennent jamais, pas au travers de « oui, on en reparlera ». Non, c'est ces réunions publiques, plus de 100 réunions publiques en 6 ans. On en prend plein la figure, on en prend plein la gueule. On se dit au bout de 2 heures ou 3 heures, c'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Et on fait 75% aux élections. Ouais. Les Français aiment ça, ils aiment ce contact. Ils aiment dire aux voisins « oh, j'ai vu le maire aujourd'hui, je lui ai mis une gifle par rapport à ce qu'il nous avait dit ou ce qu'il On dit à Albert, c'est lui a apporté de gifle. Ah ben oui, on a apporté mais c'est bien quoi, en même temps. Voilà. Alors ça, faut aimer ça. Ça c'est formidable. Et comme je dis, aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. Respecter les gens, pour moi, c'est l'alpha oméga de ce qu'on doit faire. Et puis toujours être le premier à dire bonjour. Vous savez, l'opération BAM, bonjour, au revoir, merci. Et voilà, c'est formidable. Et c'est pas compliqué. Tout le monde peut être maire à une condition, c'est d'aimer les gens. D'aimer les gens. Ça me paraît très important. Alors on en vient à votre optimisme, je disais, puisqu'il est là. J'espère que c'est pas un optimisme béat, c'est pas un optimisme naïf. Non, justement, c'est pas naïf. Non, c'est rien n'est impossible pourvu qu'on s'en donne les moyens, en gros. Mais alors, justement, quels moyens, quels sont les moyens qu'il faudrait Moi, je crois à cet adage, Patrice, c'est le. D'abord, peut-être pas tout attendre de l'État. Ah bah oui, évidemment, pas tout attendre de l'État. Bah, s'il avait fallu que je respecte les protocoles sanitaires, comme j'ai dit au Président de la République, j'avais dit au Président de la République, s'il avait fallu que je respecte, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, votre protocole sanitaire à la con, qui fait 70 pages, il n'y a pas une école de France qui n'aurait ouvert. Si on ne prend pas sur nous d'être force de proposition, ce que j'ai dit au Président, c'est Kennedy, le Président Kennedy disait ça, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État, et avant cela, que puis-je faire pour ma commune pour faciliter le quotidien de mes administrés. C'est ça mon ambition. Moi, mon ambition, c'est la porte d'entrée, c'est l'administré. Comment je peux faciliter le quotidien de mes administrés ? Typiquement, de façon très simple, d'abord en rappelant les règles, et d'une, en les appliquant de deux, et en faisant en sorte d'être finalement dans la justice et dans la justesse sociale. Je me permets d'insister dessus. Exemple, le pouvoir d'achat. On donne 30 € à celles et ceux qui veulent faire du sport ou de la culture, quelles que soient leurs conditions de ressources.
quelles que soient leurs conditions de ressources, entre 12 et 17 ans. Le retour ou le revers de la médaille, c'est qu'on se comporte normalement. C'est du pouvoir d'achat, mais si jamais vous faites des incivilités à côté, j'ai aucun état d'âme à suspendre ou supprimer. Et les Français le comprennent très bien. Il est hors de question qu'une minorité vienne polluer le quotidien d'une grande majorité. C'est simple à expliquer. Alors dans cet univers d'optimisme, disons de solution aussi, il y a aussi l'idée de vivre ensemble ou presque plus de réussir ensemble dans votre livre que vous développez. Et vous reprenez alors ce problème dont j'ai appris qu'il était africain, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Hein. Ouais. Ça c'est important aussi, enfin, d'être collectif, quoi, de jouer collectif. Quoi. L'exemple du Paris Saint-Germain, l'avenue du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain est un exemple péremptoire sur ce sujet, Patrice Carmouze. Le Paris Saint-Germain, j'ai joué au Paris Saint-Germain, ma sœur qui est présidente du comité olympique a joué au Paris Saint-Germain, elle était manager du Paris Saint-Germain comme vous le savez, j'étais patron des sports à Canal, je travaille aujourd'hui à la Ligue de football professionnel, mais si le président du département Pierre Bédier n'est pas là, si la région Île-de-France, Valérie Pécresse n'est pas là, si la communauté urbaine n'est pas présente, si les habitants ne valident pas ce projet, il n'y a pas de centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. C'est terminé, je crois, et c'est un bon enseignement, ça aussi, la crise. Vous savez, cette structure râteau, c'est pour ça que je mets des petits doigts là, cette structure râteau, où chacun joue dans son couloir, c'est fini ça. Ouais. On est dans une structure pyramidale. C'est ça, ce que vous dites, chacun ne peut pas jouer pour soi. Quoi. Exactement, il faut bien comprendre ministère d'un côté, vous le dites dans le rapport aussi sur le sport. Mais... Tout part de la base et on n'a aucune difficulté à revendiquer le fait que c'est le fruit d'un travail collectif et pas seulement celui d'un maire d'une ville quelle qu'elle soit. Vous le dites d'ailleurs en conclusion du livre, c'est cette question, comment remettre l'église au centre du village ? Et alors comment on fait ? On simplifie. On a ce fameux choc de simplification. Il passe par une chose, la confiance. C'est se faire confiance. En latin, cum fiare, on fait avec, on fait ensemble. Et quand on ne fait pas les uns à côté des autres. On ne fait pas les uns derrière les autres. On ne fait pas les uns contre les autres. On fait ensemble. Vous parlez du sport. Le sport, c'est un vecteur exceptionnel par rapport à cela. On parle de sport santé, on se parle de sport emploi, on parle de sport insertion, on parle de sport citoyenneté, de sport compétition, de sport loisir, de sport famille. S'il y a quelque chose qui rassemble aujourd'hui, qui a sauvé des vies, Patrice Carmouze, c'est bien le sport. Le sport, c'est un catalyseur social transversal. Et moi, je pense qu'à 2 ans de ce magnifique rendez-vous pour la jeunesse, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, dont nombre d'épreuves auront lieu dans notre beau département, qui est le département des Yvelines, c'est une occasion magique de faire nation par le sport. Et j'espère bien qu'on s'y emploiera. Vous proposez d'ailleurs des Jeux olympiques du sport et de la culture. Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de raison. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on soit force de proposition. Ici, on est une terre d'expérimentation. On nous déclare comme tel, comme on dit. On nous reconnaît comme tel. Et c'est ce qu'on souhaite mettre en place avec les collègues et amis de Génération Terrain, cette association d'élus où on revendique le fait d'être sur des échanges d'idées qu'on peut mettre en place. Alors, ici, vous le savez, à Poissy, on offre 2 heures de sport aux agents par semaine dans le cadre du temps de travail, 750 jours d'absentéisme en moins, amélioration des conditions de travail. Mais typiquement, il y a un fonds de dotation que Saint-Germain-en-Laye a mis en place pour les mécènes et les entreprises. C'est aussi une très très belle idée. On a un sujet sur les taxes de friches commerciales pour permettre à ces propriétaires qui sont des ogres, parfois des deniers privés, de se gargariser alors qu'ils sont trop en matière de loyer. Donc on les taxe quand les commerces ne sont pas loués pendant 2 ans. 30%, 40% de taxes foncières supplémentaires. Mais aujourd'hui, on a 99% de notre artère principale qui est occupée grâce à la taxe sur les friches commerciales. Alors, un mot sur ce rapport que vous allez remettre sur l'insertion des jeunes par le sport dans les quartiers. Oui, vous le disiez d'ailleurs, votre mot d'ordre, c'est faire nation par le sport, hein, c'est-à-dire jouer tous ensemble. Alors, je crois qu'il y a 24 propositions. Oui, on a 24 préconisations. On a fait 3 mois de déplacement, de visite. Moi, je voulais que le terrain parle, c'est l'ADN. Voilà, oui, vous avez fait 120... Ah oui, mais moi, je voulais que le terrain parle. On est allé voir... Voilà, c'est sur le terrain que vous avez travaillé. Ah oui, des jeunes associatifs, des présidents de clubs, évidemment des institutionnels. On a vu le comité olympique, on a vu les Jeux olympiques, on a vu différents maires, mais on a vu surtout des préconisations qui paraissent tellement simples. On a vu les bailleurs. Et à ce titre-là, le Premier ministre a accepté de m'inviter au comité interministériel à la ville à Grenoble, qui a eu lieu il y a 2 semaines maintenant. Et je lui ai présenté 3 premières préconisations qu'il a actées. Qu'il a acceptées. La première, c'est les tiers-lieux sportifs. C'est quoi ? C'est les bailleurs qui ont des friches
au pied d'immeubles, des espaces qui ne sont pas rien. utilisés. Typiquement, on les met à disposition d'une association et de la ville et on les occupe en faisant du sport. Quand il y a plus de 150 mètres carrés, on peut y mettre un dojo. Il y a le projet de 2000 dojos solidaires porté par la Fédération française de judo et son président Stéphane Nomis. Moi, je souhaite l'élargir avec des tiers-lieux sportifs pour faire de la relaxation, pour permettre aux femmes et aux jeunes demoiselles dans les quartiers qui aiment bien faire de la boxe, par exemple, de faire de la boxe éducative dans ces espaces. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on a nombre aujourd'hui, il y a 1500 quartiers en politique de la ville en France, on a nombre de collectivités qui sont labellisées cités éducatives par Nadia, ministre de la Ville. Je souhaite qu'on puisse élargir ça au sport. Cité éducative via des contrats locaux de sport et pourquoi pas créer des cités éducatives et du sport. Exactement, des cités éducatives olympiques. Et enfin, justement, les tiges par le sport. Voilà, 3 préconisations sur 24, mais il y en a d'autres. La généralisation, par exemple, de l'ouverture des gymnases et des écoles le soir et le week-end. Parfois, il n'y a pas de créneau pour les associations. Faisons-nous confiance. Mettons en place un triangle d'or entre la ville, l'éducation nationale et les associations. Et vous allez voir, il y a plein de petites choses qui coûtent pas cher, qui viennent exclusivement du terrain et qui peuvent être mises en place concrètement dans les 2 semaines qui viennent. Alors venons-en à la politique. Vous avez annoncé que vous soutiendriez Emmanuel Macron pour les présidentielles. Vous n'êtes pas le seul. Il y a votre collègue et ami de maire de Saint-Germain, par exemple. Oui, ça date pas d'hier, puisque j'ai une relation privilégiée avec le président de la République depuis 2017. Alors, parler du football tout à l'heure, c'est vrai qu'il est venu, vous l'avez fait venir jouer il a avec joué, le c'est Variété possible. Club. On s'était connus à un concert d'Elton John en 2014 et on ne s'est jamais quitté. Voilà, c'est une relation de proximité et d'amitié. Et c'est aussi, je dirais, un contrat très fluide entre nous où quand j'ai quelque chose que je souhaite faire remonter, je ne me pose pas la question de savoir si ça va plaire au président de la République ou pas. Je me dis ça va plaire, ça va rendre service, il me semble, au président. Et si ça rend service au président, peut-être que humblement, ça peut rendre service à mon beau pays. On a l'impression que c'est une rencontre, vous l'avez dit, et puis c'est un cheminement que vous avez fait, vous avez réfléchi avant oui, de soutien. C'est un cheminement. C'est le résultat d'une réflexion. Alors après, c'est pas du tout un choix par rapport aux autres, c'est un choix proactif par rapport à la personne qu'il est, par rapport à ce qu'il dégage, et aussi, il faut le dire, par rapport à ce que je considère un bilan qui est un bilan bien louable, où aujourd'hui on est sur un plus bas niveau historique en termes de chômage, on va descendre sous les 8%, on a une croissance historiquement haute, on a des millions d'emplois qui ont été créés, l'apprentissage qui a fait un bond spectaculaire, on a eu un plan de relance qui a permis, c'est les spécialistes qui le disent, près d'1 an et demi de gagner pour nos entreprises. Encore une fois, tout n'est pas parfait, tout peut être amélioré. Moi, ce que je souhaite, c'est que le président s'appuie encore plus sur celles et ceux qui sont en prise directe avec la réalité du terrain, c'est-à-dire les maires, ce qui lui a manqué au cours des 2 premières années de son quinquennat. Voilà, ça aurait pu justement surprendre parce qu'on disait oui, c'est un enfant de la technocratie, il est jupitérien, tout procède non. Peut-être oui, il y a quelque chose qui a changé et je pense là encore que la crise sanitaire a dû changer beaucoup les choses. Je crois qu'il y a une bascule, Patrice Kermouz, en décembre 2018 et juste avant le grand débat. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été un certain nombre de maires, on n'a pas été les seuls avec Génération Terrain, on était 15 à être reçus à l'Élysée, à avoir dit au président, on a bien compris que la France avait besoin d'être réformée. D'ailleurs, président, vous avez été, c'est pas le président Macron, mais vous avez été élu pour réformer le pays. Mais la manière pour parvenir à ces réformes est jugée catastrophique sur le terrain. Donc il faut remettre le logiciel à l'endroit et commencer par le terrain. Et il nous a dit, j'ai bien compris, moi j'avais ajusté, parce que j'avais ajouté, c'est une de mes formules bretonnes, chère à ma petite maman, qui n'est plus là, mais je pense à elle, président, allez sentir le cul des vaches. Ouais. Et c'est à vous de le faire. Et donc le grand débat est parti comme ça. Et j'invite, et moi j'ai souvent suggéré et invité le président à multiplier les rencontres avec les Français sur le terrain, les rencontres avec les maires, quels qu'ils soient. Parce qu'un maire ne peut pas tricher, un maire ne triche pas, quelle que soit sa sensibilité politique. Il ne triche pas. C'est un sérum de vérité par rapport au contact qu'il peut avoir avec ses administrés au quotidien. Quels sont les grands sujets de la France dans les 5 ans qui viennent? Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Je dis dans la préface posthume que je dédie à Bernard Tapie, que j'avais rencontré, il m'avait dit la France, elle a besoin juste d'un truc, c'est pas 5 ans, juste d'un truc, que le frigo se remplisse. C'était il y a 3 ans. Et il a raison, c'est plein d'actualités. C'est le pouvoir d'achat. C'est aussi la sécurité.
on a besoin d'avoir une sécurité où l'autorité de l'État ne se dément pas et on ne triche pas avec l'autorité de l'État. Ce qui s'est passé ces dernières semaines, on a vu le convoi soi-disant des libertés, il y a eu vraiment une fermeté de la part de Gérald Darmanin, et cette fermeté. Et n'oublions pas que la sécurité, c'est le premier des libertés. Moi, je suis un farouche défenseur des forces de police, des forces de sécurité qui font un travail formidable. Ces gens-là ont été farcis pendant les Gilets jaunes. Toutes les semaines de Koh-Lanta, comme j'aimais appeler, où il y avait des dégâts partout, etc., on a pu tenir un peu le pays grâce à ces personnes-là. Il faut pas le rappeler, il faut pas l'oublier. Et donc, je le rappelle sans cesse. Donc, pouvoir d'achat, sécurité. On va avoir un sujet, évidemment, sur la santé. Notre système de santé est à bout de souffle. Il va falloir massivement investir sur ce sujet, augmenter les salaires de celles et ceux qui sauvent des vies au quotidien, parce que sans elles, ça devient très compliqué, ça deviendra presque obsolète. Et puis derrière, comprendre que, encore une fois, et je le dis, pardon, mais on a tellement de choses qui nous rassemblent à côté de tout ce qui nous divise ici en France. Comprenons-le. Et c'est comme ça qu'on sera encore un peu plus puissant et légitime à l'endroit de l'Europe dans un premier temps et du monde ensuite. Quelle part vous allez prendre dans la campagne ? Celle que voudront bien me donner celles et ceux qui la façonnent. En tout cas, je crois que le fait d'apporter des solutions concrètes, de ne pas tout attendre de l'État, de proposer des choses, on parlait tout à l'heure des cautions de mariage où on capte un chèque de caution de 1 000 € qu'on rend après aux mariés, évidemment, mais si jamais il y a des débords et des incivilités, ça c'est des choses qui sont concrètes. Et donc on fait remonter. Je disais tout à l'heure, Patrice, les 2 heures de sport, le contrat gagnant-gagnant entre l'amélioration des conditions de travail vous l'avez expérimenté ici. On l'a expérimenté. J'espère que ça fera école. Et puis il y a un vrai sujet, c'est celui d'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on rattrape notre art en matière d'éducation. Il faut se libérer des carcans, de la tradition, il faut qu'on se détende aussi, j'ai envie de dire ça, en matière d'éducation et faire en sorte typiquement que le sport, la culture, l'économie puissent faire partie intégrante de l'éducation dès le plus jeune âge. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a des personnes en situation de handicap, lorsqu'elles sont jeunes et qu'elles veulent faire du sport, ne peuvent pas faire du sport, parce que les aides aux personnes en situation de handicap, qu'on retrouve à l'école, ne sont pas formées pour pouvoir accueillir des jeunes qui veulent faire du sport. C'est un petit exemple. On a besoin de formation, on a besoin d'éducation qui fasse que ce soit véritablement l'école de la vie qui fasse grandir encore plus notre pays. La députée sortante de la 12e circonscription, Florence Grandjus, ne se représente pas. C'est quelque chose à quoi vous pouvez penser ? D'abord, je crois que Florence Grandjus, elle a fait un travail de terrain dans la partie qui était la sienne, notamment sur... C'est la circonscription dans laquelle il y a Poissy. Exactement, oui, bien sûr, la 12e circonscription. Sur l'emploi, qui a été un travail qui a été loué par les autorités législatives, et ça, il faut s'en féliciter. Florence Grandjus, elle constate aussi, mais comme nombre de députés, et il faut le savoir, que l'engagement, c'est un engagement difficile aujourd'hui d'être élu. Combien d'élus sont menacés? Combien d'élus sont insultés? Florence Grandjus, elle pâtit de ça aussi. Elle a été menacée, elle voit bien que l'engagement est un engagement de tous les temps, puis il y a des décisions aussi qui sont des décisions personnelles. Donc je vous vois venir. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas jouer les législatives avant 2022, comme on ne joue pas 2027 avant Donc 2022. vous attendez les présidentielles. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, je le mets dans le bouquin, quelle connerie, ce non-cumul des mandats quand hier on pouvait être député maire. Vous pensez, c'est ça, qu'on a des députés hors sol, quoi. Mais alors, moins aujourd'hui, et moi je rends hommage aux députés sur le travail législatif qui a été fait, mais franchement, entre 2017 et 2019, nombre de députés ont découvert la politique, les codes de la politique, ont passé beaucoup de temps à l'Assemblée, beaucoup de temps, et étaient totalement absents sur le terrain. Et pendant 2 ans, il y a eu cette déconnexion où nos seuls interlocuteurs, il faut le dire, étaient les sénateurs finalement. Et je pense que pour le coup, c'est une vraie bêtise, ce non-cumul des mandats. On verra le moment venu. Je sais qu'aujourd'hui, le plus beau mandat, comme on dit, c'est le mandat de maire, et on le revendique, je le vois au quotidien. Maintenant, j'aimerais apporter effectivement ma contribution, ma pierre à l'édifice, et je ne m'interdis rien. Et puis quand on réussit dans sa ville, peut-être qu'on a aussi envie de porter son ambition. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Hein. Le jardin n'est pas totalement scruté. J'allais dire, quand on est réélu facilement, on n'est jamais réélu facilement. On est réélu brillamment. Oui. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je ne ferai pas le mandat de trop, et je ne veux pas partir par la petite porte. Vous avez vécu ça ici même. Oui. Parlez de votre famille tout à l'heure. Votre sœur, Brigitte Dartec, est la présidente du comité olympique français.
Qui est le plus fier de l'autre? C'est elle qui est plus Moi, fière je de pense vous que- ou non, moi, je vous crois qui êtes plus fier d'elle? Le jour de son élection, je pense que ça a été, avec la naissance de mes enfants, le Ah plus oui. beau jour de ma vie. Ah oui, parce que ma petite sœur était pour nous, on était 6, donc 5 garçons et une fille, elle était la dernière. Les 5 garçons ont voulu devenir footballeurs professionnels, on n'y est jamais parvenu, même si on a joué à des bons niveaux. Il y en a une qui est parvenue, c'est elle. Elle, ouais. C'était la Oui, grande fierté, joueuse, ouais. c'était la fierté de mon père qui voulait faire de ma sœur une Nadia Comaneci, championne olympique de gymnastique en 1976. Et finalement, c'est devenu l'artiste 1 du ballon rond, une vice-présidente de la Fédération française de football et aujourd'hui la première présidente du comité olympique Femme sportif présidente français, du comité olympique. femme depuis sa création en 1972. Pour nous, ma petite sœur, c'est formidable. Je dis ma petite sœur parce qu'on a grandi ensemble. Oui, oui, vous êtes Je suis de de toute façon, 69, elle est de 71 et mes frères étaient de 56, 57, 58 et de 61. Vous voyez. Enfin, elle doit être fière de vous aussi. Oui, je crois que mais dans la famille, c'est pas une question de fonction, c'est une question d'amour fraternel. On est d'assonance bretonne et quand on était 8 autour de la table, on a toujours parlé à la première personne du pluriel, jamais à la première personne du singulier. C'est aussi ce qui, je crois, fait notre force. Merci beaucoup, Carl Olive. Merci beaucoup, Patrice Je rappelle le titre de votre livre, Ce beau pays qui est le mien, c'est chez Ballant. Exactement. Merci.